Il est 20h30 à Conakry. Bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, le président de la transition a accueilli le premier convoi de ressortissants guinéens secourus en Tunisie. Nos compatriotes victimes de xénophobie sont arrivés dans de meilleures conditions grâce à l'implication des autorités et du pays. Nous irons à Cancan. Là-bas, des malades indigents sont entrés en possession de leur carte de prise en charge gratuite sanitaire. Un geste du président de la transition mis en œuvre par le Fonds de développement social et de l'indigence. Nous parlerons également de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Plusieurs activités sont programmées par les femmes. Celles de la société civile ont déjà adressé un plaidoyer aux autorités. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur la RTG. Dans l'actualité ce soir, un vol spécial a rapatrié des Guinéens maltraités en Tunisie. Dans la nuit de mercredi, ils ont été réceptionnés par le chef de l'État en compagnie du Premier ministre et de son gouvernement. Nos compatriotes étaient victimes de xénophobie. Fatmata Kourma pour plus d'informations. Mardi 28 février 2023, une délégation du ministère des Affaires étrangères a pris son envol dans un avion spécial diligenté par le chef de l'État pour secourir les ressortissants guinéens en détresse en Tunisie. Ce pays du Maghreb où la peau noire souffre le martyre depuis quelque temps. Ainsi, ce mercredi 1er mars 2023, aux environs de 11 heures, l'avion a décollé du tarmac de l'aéroport international de Tunis, direction Conakry. À son bord, une cinquantaine de compatriotes guinéens composés de femmes, d'enfants, ainsi que de personnes âgées et même des malades. À 19h40, l'avion se pose sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. À leur descente, la délégation ministérielle ainsi que les ressortissants guinéens secourus sont reçus par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement. Avec une émotion contenue, le président du CNRD serre ses frères, sœurs, mamans, enfants dans ses bras, en leur souhaitant la bienvenue au bercail. Ces femmes ayant subi toutes sortes de sévices expriment leur reconnaissance au président de la transition. J'étais en Tunisie pour mes soins. J'ai eu un accident. Je suis partie faire mes soins là-bas. Mais ça ne va pas. On nous a mis au dehors. C'est déplorable. Il y avait des femmes qui travaillaient. On vous viole. On vient frapper à la porte. On vous met au dehors. Tu ne peux pas acheter le pain. La nourriture, on ne peut pas. Au marché, on est poursuivi. Les Tunisiens nous voyaient comme des animaux. On est fiers de rentrer chez nous. On est fiers du président. Ce qu'il a fait pour nous. On le remercie. Au fait, nous-mêmes, on a été agressés 2 fois là-bas. Menacés avec le couteau. Ils ont pris nos objets, les téléphones. Et il y avait un jeune avec nous qui a été poignardé sur ses genoux aussi. Voilà. Donc on était obligés de changer le logement. Et là où on a pris aussi, et puis on n'était pas à l'aise. On vivait toujours dans la peur. Parfois, ils venaient, ils tapent à notre porte juste pour nous effrayer comme ça. Donc dès que moi aussi j'ai vu le communiqué sur l'Internet, directement j'ai appelé le numéro parce que je voulais vraiment rentrer avec mes enfants. On n'a même pas de quoi lui remercier, parce que moi je voulais vraiment rentrer au pays. Monsieur Diallo est atteint d'handicap. Il s'est rendu en Tunisie pour suivre des soins. À sa descente d'avion, un fauteuil roulant est directement mis à sa disposition.
Avec beaucoup d'émotion, il exprime également toute sa gratitude aux autorités guinéennes. J'étais malade, j'étais parti pour nous traiter, ça fait un peu longtemps. Maintenant, les événements m'ont trouvé là-bas. Vraiment, ils nous ont aidés parce que les gens sont dans la détresse et c'est un grand soulagement pour nous. À peu près 300 ressortissants guinéens ont été recensés. Le retour de ces 50 a été urgemment diligenté en se basant sur les critères, entre autres, du genre, de l'âge et de l'état de santé. D'autres convois sont prévus pour aider tous ceux qui désirent rentrer au pays. Pour le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger, ce jour est historique et est à marquer d'une pierre blanche. Lorsque, en Tunisie, les cris se sont levés, et lorsque vous avez posé la question s'il y avait des Guinéens là-bas, et que l'on vous ait répondu oui, vous avez, depuis ce jour, pris toutes les dispositions pour que vos fils, vos filles, vos sœurs, vos frères soient d'abord protégés, ensuite transportés ici à Conakry dans leur pays. Parce que vous m'avez dit que la mission numéro 1, c'est de protéger les Guinéens à l'extérieur. Et aussi, Monsieur le Président, je n'oublierai pas, je crois que c'est le sens aussi de cette mission, vous avez dit qu'un seul Guinéen à l'extérieur égale tout le peuple de Guinée. Grâce à vous, la Guinée a la tête haute. Vous avez décidé, c'est fait. Grâce à nous tous. Merci à vous. Merci d'avoir changé la Guinée en position de force. Nous sommes fiers de vous. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse la Guinée. Le président du CNRD a été clair et catégorique depuis le début. Pour lui, la Guinée et les Guinéens passent avant tout. Chers frères et sœurs, bonne arrivée à la maison. Je voudrais, au nom du peuple guinéen, exprimer notre position, notre vision de la situation en Tunisie, qui pour nous n'est ni acceptable, ni normale en 2023. Et très malheureusement, qui arrive, notre position c'est que nous n'acceptons pas cette vision parce que nous ne sommes pas panafricains et nous l'assumons. Et vous dire que nos frères qui sont restés là-bas, nous allons continuer à aller les chercher et que tout le monde a sa place en Guinée et que finalement vous êtes à la maison, on est mieux que ce soit. Bonne arrivée, nous allons tout faire pour vous accompagner. Ça c'est que ceux qui sont restés là-bas, nous allons partir les chercher et les ramener à la maison. Pour les Guinéens qui doivent encore attendre en Tunisie des enveloppes symboliques avec le fonds d'urgence attribué par le colonel Mamadi Doumbouya à cet effet pour les aider à tenir. Bref, tout est mis en œuvre pour secourir les Guinéens en détresse dans ce pays du Maghreb. Cette rencontre ce jeudi du président du Conseil national de la transition avec les représentants des différentes communautés du pays. Au menu des échanges, le renforcement de la cohésion sociale, surtout en cette période de transition. Compte rendu, Abdoulaye Diallo. Pour une transition apaisée et réussie, le maintien du climat de confraternité et la promotion du dialogue constituent des conditions indispensables. C'est dans cette optique que le président du Conseil national de la transition a rencontré cet après-midi le représentant des différentes communautés. Toile de fond de cet échange, présenter les acquis et les chantiers de la transition. Nous avons reçu l'assurance des autorités actuelles qu'aucune personne dans le groupe ne se présentera pour être président ou pour être ceci ou pour être cela. Donc ça nous rassure et ça rassure nos communautés. Et voilà les messages dont nous sommes chargés de faire passer, qu'ils ne sont pas là pour garder le pouvoir. Ils sont là pour organiser et le moment venu, la Guinée, le peuple de Guinée va choisir. Ces chefs coutumiers jouent un rôle primordial, notamment dans le cadre de la sensibilisation des fils et filles de Guinée. Il était question de renforcer l'unité nationale. Il a été question de construire la démocratie. Il a été question que chaque chef de communauté parle à sa communauté pour la prospérité de la nation, pour l'unité de la nation. Parce que si vous avez remarqué,
Il n'y a aucune communauté socio-culturelle de Guinée qui a été oubliée. On a fait appel à tout le monde. Dr Dansa Kourouma a mis l'occasion à profit pour exhorter ses représentants des différentes communautés à intensifier les campagnes de sensibilisation des Guinéens afin que notre pays rompe définitivement avec les vieilles habitudes qui impactent son développement. La directrice des opérations de la Banque mondiale pour la zone Afrique en discussion avec certains chefs de département ministériels. Il était question de faire la revue à mi-parcours des différents projets et programmes qui bénéficient des financements de l'institution en Guinée. Bamba Yatara, Mamadi Gassama. Après un tour de terrain, la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la zone Afrique rencontre les chefs de département bénéficiaires de leur appui. Au menu des échanges, la revue à mi-parcours de portefeuille de la Banque mondiale en Guinée. Pour le secteur de l'agriculture, et Monsieur le ministre, j'en discute, je suis heureuse, je pourrai en discuter avec vous plus en profondeur. Pour l'énergie, l'eau c'est la vie, donc on va poursuivre. On voit que les résultats et qu'il y a un suivi très rapproché aussi qui se fait. On apprécie ça et on va poursuivre dans cette voie-là. Cette rencontre a permis également au ministère sectoriel de faire le point sur la situation des projets et programmes déjà réalisés et en cours de réalisation. Nous avons signé récemment des contrats de performance avec tous les coordinateurs de projets, mais surtout aussi c'était d'aller sur le terrain pour s'assurer de l'exécution physique des projets. Ce qui nous a conduit à la SIG dans la commune de Matam et à Koya pour le projet énergie. À Matam, c'était essentiellement pour voir la mise en œuvre du projet urbain Eau de Guinée, qui est un projet important qui consiste aujourd'hui à changer, à moderniser la canalisation d'eau depuis sa production jusqu'aux populations dans la commune de Matam. À noter que ce projet de canalisation date des années 1900 et qu'il était vétuste, cette canalisation, avec une déperdition d'eau depuis la production jusqu'à la base de plus de 50%. À l'issue de la rencontre, des recommandations allant dans le sens de l'exécution correcte et rapide des projets ont été formulées. La tenue du 13e congrès international des ministres de la Justice sur la peine de mort à Rome en Italie. La Guinée est représentée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Envoyé spécial à Rome, Makale Souma. No justice without life. Entendez, pas de justice sans vie. C'est sous ce thème que la communauté Sant'Egidio organise ce 13e congrès des ministres de la Justice à Rome en Italie. Plus de 15 pays y participent, dont la Guinée. Objectif, obtenir un moratoire mondial pour en finir avec la peine capitale. L'objectif final, c'est l'abolition de la peine de mort et que le moratoire qui est présenté à l'Assemblée générale des Nations unies continue de gagner des voix jusqu'à la fin du processus. La Guinée nous aide en cela parce qu'elle a aboli entre 2016 et 2018. Je pense que l'Afrique est en passe de devenir le deuxième continent qui peut abolir la peine de mort après l'Europe. Des pays ayant réussi à abolir la peine de mort partagent leur parcours et ceux qui n'y sont pas encore parvenus en appellent au soutien. Le modèle guinéen est partagé par le ministre Charles-Alphonse Wright. Aujourd'hui, la Guinée a internalisé les différentes conventions en matière de droits de l'homme dans ces deux codes, à savoir le code de procédure pénale et le code pénal. Désormais, en République de Guinée, on ne parle pas de la peine de mort dans notre législation interne, puisque ça a été remplacé par une autre peine qu'on appelle la réclusion criminelle à perpétuité. La position de Monsieur le Président est réitérée ici pour dire que notre pays est toujours dans l'élan de se conformer à ses engagements internationaux. La dernière exécution au Burkina Faso remonte à 1978. La ministre burkinabé de la Justice et des Droits de l'Homme a souligné devant ses pairs la situation délicate de son pays, confronté au terrorisme, mais qui pense que la peine de mort est inacceptable. On ne doit pas répondre à la violence par la violence. C'est pour cette raison que nous pensons qu'il est important de ne pas leur appliquer la peine de mort, mais de leur donner une chance de vivre et une chance de s'amender pour être des dignes fils de notre société. Ce congrès est organisé par la communauté Sant'Egidio,
présente en Guinée depuis 1991. Du côté de Dubaï, les travaux de la 9e conférence mondiale sur le cajou ont pris fin. Devant un parterre d'invités, le président de l'interprofession de la filière anacarde guinéenne a présenté les performances de la Guinée qui progresse dans l'industrie du café. Envoyé spécial Moussa Komara. La casouculture en vitesse accélérée en Guinée. En 2022, le pays a atteint 150 000 tonnes de production à l'exportation contre 70 000 tonnes en 2018. Une performance spectaculaire présentée ici par le président de l'interprofession de la filière anacarde devant plus de 500 hommes d'affaires venus de 34 pays. La production moyenne d'un producteur en Guinée se situe entre 5 à 10 hectares maximum, qui représente une production de 5 tonnes par producteur. Donc si nous prenons les 150 000 tonnes produites en Guinée, c'est au moins plus de 5 000 producteurs qui ont un revenu constant venant de cette culture. Dans son exposé, tous les segments de l'industrie du cajou sont esquissés. La production des noix de cajou en savane et en basse-côte, la commercialisation et les potentialités qu'offre la Guinée. D'admiration pour le progrès qui a été réalisé donc en Guinée. Je peux me rappeler qu'en 2016, je suis allé avec certains autres collègues de la Côte d'Ivoire. Et entre 2016 et aujourd'hui, je peux voir le progrès et je peux vous affirmer que je suis franchement plein d'admiration pour le progrès qui a été réalisé. La Guinée espère exporter 200 000 tonnes en 2023. L'Agence guinéenne pour la promotion des exportations à Guipex espère renforcer son soutien pour y arriver. Nous avons mis en place une stratégie d'accompagnement qui vise d'abord à identifier le besoin, évaluer la demande et ensuite promouvoir la qualité à la demande. La délégation guinéenne a rencontré plusieurs partenaires indiens, ivoiriens et vietnamiens pour venir partager leur expérience avec les producteurs locaux. Par ailleurs, les agents en charge du contrôle de qualité des produits de mer multiplient des actions pour assurer une bonne gestion des produits halieutiques. Récemment, ils en ont débattu avec les responsables des débarcadères et autres cadres évoluant dans le secteur. Younous Atawel Kamara. Les contrôleurs de qualité des produits de la pêche entendent lutter contre la mauvaise gestion de ces produits dans le pays. Après avoir sillonné certains débarcadères et unités de traitement de poissons du pays, ils échangent avec les responsables des ports de pêche de Conakry et environnants. S'il n'y a pas une bonne conservation, ça veut dire que le poisson sera forcément altéré. Quand le poisson est altéré, il n'est pas consommable. Donc on met un accent particulier par rapport à tout ce qui est lié à la maintenance du poisson pour le donner la qualité escomptée. Nous avons des responsables sanitaires dans tous ces ports-là et le mot d'ordre est vraiment unique, contrôler les produits du débarquement à la consommation. De la pêche à la commercialisation des poissons, en passant par la conservation dans les unités de traitement, tout est passé au peigne fin. Le poisson, c'est un produit tellement périssable. Donc il faut une bonne qualité, assurer une bonne qualité à ces produits-là. C'est une activité qui n'est pas aussi facile, mais nous faisons tout le nécessaire qu'il faut pour que ces pratiques qui sont souvent vues sur le terrain puissent diminuer ou finir s'il le faut. Avec ces multiples actions d'information et de sensibilisation sur la nécessité de la bonne gestion des produits de la mer très prisés dans le pays, les cadres d'assurance qualité des produits halieutiques veulent ainsi défendre l'intérêt des consommateurs en vue de soulager le panier de la ménagère. Fini l'instabilité des prix sur le marché. Désormais, un corps de contrôle des prix des denrées est créé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Alpha Isiagaba. Le gouvernement de la transition veut stabiliser les prix dans les marchés. Pour ce faire, un corps d'inspecteurs, de contrôleurs et d'agents de constatation est créé. Sa mission, effectuer le contrôle pour le respect des prix, surtout ceux de première nécessité.
étant donné que le gouvernement a déjà fourni assez d'efforts, il est de notre devoir en tant que ministère du Commerce de veiller à ce que les prix convenus avec les différents acteurs que sont la Chambre de commerce, la Direction générale des douanes et nous-mêmes soient respectés afin que le panier de la ménagère soit acceptable et que les consommateurs aient accès aux produits de première nécessité. Dans l'application de cette mesure, ces agents assermentés seront tous munis de badges et de gilets. La mesure devrait permettre de stopper l'anarchie dans la fixation des prix sur le marché. Une disposition qui est prévue par la loi L040 qui effectivement nous permet de mettre en place un corps d'agents assermentés en charge donc de contrôler les prix. Nous sommes régis par des principes qu'on doit respecter sur le terrain, à savoir la loyauté, la fidélité, l'engagement et le respect des textes législatifs et réglementaires. Ce corps d'agents assermentés vient ainsi soutenir les efforts du gouvernement de la transition dans son souci de réglementer et de stabiliser les prix sur le marché du pays. On enchaîne avec ce communiqué du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME informe l'ensemble des populations que l'exportation des denrées alimentaires, notamment le piment sec, le piment frais, l'aubergine, le gombo, la tomate fraîche, le taro, les farines de manioc et de maïs, le fonio, l'igname, la patate douce et l'oignon est interdite pour une durée de 3 mois, conformément à l'arrêté A 2023-644 MCIPME CAB-SGG du 28 février 2023. À ce titre, les administrateurs territoriaux, les services déconcentrés du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME au poste frontalier, la Direction générale des douanes et la Direction centrale de la police des frontières sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application stricte du présent communiqué. Tout contrevenant à cette mesure s'expose au paiement d'amende qui est sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent en découler. La ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME sait compter sur la bonne compréhension de la population et de tous les acteurs impliqués. Conakry, le 2 mars 2023, signé Lopulama. Et cet autre communiqué conjoint du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME et du ministère des Transports. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME et le ministère des Transports informent l'ensemble des opérateurs économiques de l'interdiction jusqu'à nouvel ordre de l'importation des mototricycles à usage de transport en commun en République de Guinée, ce conformément à l'arrêté conjoint AC 2023-743 MCIPME MT CAB SGG du 2 mars 2023. À ce titre, la Direction générale des services de déclaration descriptive d'importation et de déclaration descriptive d'exportation, la Direction générale des douanes, la Direction nationale des transports terrestres et la Direction centrale de la police des frontières sont chargées chacune en ce qui la concerne de l'application stricte de cette mesure réglementaire. Tout contrevenant à cette mesure s'expose au paiement d'amende qui est sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent en découler. Les ministres en charge du commerce et des transports savent compter sur la bonne compréhension de la population et de tous les acteurs impliqués. Conakry, le 2 mars 2023, ont signé la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Lopulama, le ministre des Transports, Félix Lama. L'autorité d'assurance qualité ANAC organise un dialogue national. C'est pour la restitution des résultats de l'évaluation externe. C'est un comité d'experts de l'Union africaine sur financement de l'Union européenne qui a procédé à l'évaluation. Le point avec Mounir Bari. L'autorité nationale d'assurance qualité ANAC, évaluée par un comité d'experts africains pour qualifier les programmes d'enseignement dans les établissements universitaires et professionnels. À l'issue de cette évaluation, les résultats sont concluants. Devant ces recteurs et directeurs généraux des institutions, le secrétaire exécutif de l'ANAC présente les résultats
en présence de ses homologues sénégalais et maliens. Quand nous évaluons les autres, c'est très normal que nous nous soumettions aussi à l'évaluation des pairs. C'est d'intégrer le TVET, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et la recherche. Parce que dans les dynamiques mondiales actuellement, il y a une forte intégration entre ces dimensions. Après l'annonce des résultats de l'évaluation par un comité d'experts africains, quelques recommandations sont formulées. Des recommandations qui devraient contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accréditation des programmes et l'habilitation institutionnelle. Parmi les recommandations, c'est par exemple le nombre de sessions du conseil scientifique qu'il faut fixer. Et il faut également mettre en place un système d'information adéquat, intégrer éventuellement les étudiants dans les équipes d'experts évaluateurs. La finalité de toute évaluation demeure l'amélioration continue. C'est pourquoi je profite de cet instant solennel pour inviter l'ANAQ à mettre en œuvre toutes les recommandations formulées par les experts tout en consolidant les acquis. À cette ère de mondialisation, caractérisée par la concurrence et la compétitivité, la démarche qualité doit être pour les établissements d'enseignement et de recherche guinéens un tremplin pour faire face aux défis du chômage massif des diplômés. Dans cette démarche d'harmonisation du système d'enseignement supérieur au niveau africain, l'Autorité nationale d'assurance qualité de la Guinée bénéficie du coup de pouce de l'Union africaine et d'un financement de l'Union européenne. Russell Sebeka appuie l'État pour le bon fonctionnement du CFP chemin de fer de Simbaya. L'entreprise russe vient en effet d'offrir un lot d'équipements informatiques à cette école professionnelle publique délocalisée sur un nouveau site. Plus de détails avec Sona Sagno et Amarako Basuma. C'est la nouvelle école des chemins de fer située à Simbaya dans la commune de Matoto. Elle offre un meilleur cadre de formation différent de l'ancienne école à Kaloum en état de dégradation poussée. Pour accompagner le gouvernement dans l'opérationnalisation de cette école, Russell Sebeka offre ce lot de matériel d'une valeur de 120 millions de francs guinéens. Nous avons décidé de faire don de matériels informatiques d'une valeur de plus de 120 millions de francs guinéens, composés de 10 ordinateurs bureautiques et accessoires, 10 ordinateurs portables, un vidéoprojecteur, un écran de projection, une imprimante en couleur et une imprimante noir et blanc. Ce généreux don aura un impact majeur sur la qualification de l'apprentissage au profit des apprenants du CFP de chemin de fer. 5 filières de formation sont enseignées dans cette école qui a longtemps fait la fierté de l'enseignement technique guinéen. 635 apprenants étudient dans les filières de conduite locomotive, exploitation ferroviaire, voies et bâtiments, électropneumatique et mécanique diesel. L'ensemble des travailleurs et apprenants remercie vivement la société Sebeka Pasiva et exhorte les autres sociétés, les autorités et les bonnes volontés d'emboîter le pas de Russell Sebeka. Ce geste vient s'ajouter aux nombreux efforts de Russell Sebeka depuis plus de 20 ans dans le cadre de la qualification du secteur éducatif guinéen à travers la création et le développement d'infrastructures éducatives ou encore l'octroi des bourses d'études dans des universités russes. Pendant ce temps, à Kankan, 57 patients indigents identifiés ont reçu leur carte de prise en charge gratuite. Ils seront désormais admis à l'hôpital régional pour faciliter le traitement. De nouveaux partenariats voient également le jour pour réorganiser les soins des plus pauvres. Compte rendu, Yamoukaba. Quand l'hôpital régional de Kankan s'expose à la réalité sociale, c'est pour recevoir des patients indigents. Dans la ville de Nabaya, ils sont près de 60 qui vont emprunter ce chemin. Ce parcours de santé pour tous a un passage obligé. La réception des cartes de prise en charge gratuite. Entre émotion et satisfaction, des larmes coulent pour dire merci au colonel Mamadi Doumbouya. C'est Dieu seul qui paye le bienfait. Ce geste du président de la transition est le bienvenu. Je suis vraiment contente. Si le Fonds de développement, à travers le président de la République, a accepté de donner
une partie de ces moyens à la population dans la pauvreté, la population qui est dans les difficultés, les personnes qui ne peuvent pas se soigner d'eux-mêmes. Si l'État les prend en charge, vraiment, c'est un de soulagement pour la population. L'impossibilité pour les plus pauvres de payer les soins de leur poche, un facteur déterminant qui touche la sensibilité du chef de l'État. Les autorités du Fonds de développement social et de l'indigence confirment cet engagement pour sauver des vies. Des conventions sont signées pour faciliter le traitement et la livraison des médicaments essentiels. La particularité surtout dans cette démarche, c'est que chaque malade est géré par un assistant social qui veille sur lui, qui l'aide à l'amener à l'hôpital s'il n'est pas alité, qui l'aide à aller chercher ses produits pharmaceutiques à la pharmacie. Donc voilà l'ensemble des démarches, c'est tout un mécanisme que nous avons mis en place. Et au niveau de la direction régionale de Kankan, nous n'en doutons pas du professionnalisme et nous avons aussi interpellé nos partenaires des hôpitaux et des pharmacies et de traiter ces malades avec dignité et honneur. Cette aide sociale compte assurer aux ménages vulnérables la continuité, la qualité et la permanence des soins. Le Fonds de développement social et de l'indigence applique ses instructions pour lutter contre les inégalités sociales. Un bras opérationnel du département de la promotion féminine déterminé à agir pour que la pauvreté ne se transmette plus en héritage. La santé également avec la vaccination de près de 14 000 personnes dans les régions de Farana, Kankan et Labé. Et c'est dans le cadre du projet vaccinal contre le Covid-19 qui touche à sa fin. Des recommandations sont formulées par l'équipe pour la pérennisation des acquis. Reportage Abdoulaye Diallo, Sarafdine Diallo. L'ONG Zéro Pauvre Afrique ZEDPA a mis en place une stratégie de prévention à l'endroit des zones à faible couverture vaccinale. Cette stratégie touche certaines régions du pays comme Kankan, Farana et Labi. Ce projet qui a été initié par le ministère de la Santé à travers l'ANSS avec l'accompagnement de l'OMS qui a été mis en œuvre par l'ONG ZEDPA nous a beaucoup aidé à améliorer notre couverture vaccinale contre la Covid-19. Aujourd'hui, c'est un objectif qui est atteint. Les communautés savent désormais où est-ce qu'elles doivent se rendre pour se vacciner et elles sont réceptives par rapport aux messages qu'on passe dans le cadre de la communication. Sur le terrain, plus de 138 461 personnes sont vaccinées en seulement 3 mois de contrat, soit 38% du taux de couverture vaccinale. L'opération est supervisée par les agents de l'ANSS. Toutes les recommandations issues de cette cérémonie de clôture vont être partagées pour que nous allions un peu au-delà, parce que la principale recommandation, c'est de faire en sorte que les activités dépassent le cadre exclusif des communes urbaines pour aller dans les communes rurales. Donc nous allons examiner cela en collaboration avec le bailleur de l'activité qui est l'OMS et pourquoi pas les autres bailleurs. Au regard de la forte mobilisation et l'engagement de la communauté, l'ONG ZEDPA et ses partenaires comme l'OMS affichent leur volonté à pérenniser ces acquis, surtout en cette fin du projet. Et puis le ministre de la Sécurité et de la Protection civile était l'hôte des populations de Bofa. Dans cette localité, Bachir Diallo a procédé à la pose de la première pierre de la construction d'un commissariat de police moderne. Souleymane Kondé, Diarra Diallo. Plafond dégradé, murs crasseux, absence de confort, voici l'état dans lequel les policiers du commissariat central de Bofa travaillent depuis belle lurette. En lieu et place de ce bâtiment, un duplex R+1 et d'autres infrastructures annexes seront construites. Une initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. On est réellement très satisfait. Pas seulement moi, je représente une population qui aujourd'hui est très heureuse de cette réalisation, cette édification. Un bâtiment qui a existé depuis tant Sékou Touré, la puissance en caravansérail. C'est ce caravansérail-là qui a été transformé en commissariat. Pour répondre d'abord aux besoins sécuritaires des populations et améliorer les conditions de travail des fonctionnaires de police, des actes sont posés. Nous sommes un maître d'œuvre exigeant, demandant des bâtiments parfaits ainsi que des processus sains et transparents sur toutes les étapes du processus.
Nous visons avant tout les meilleurs bâtiments possibles pour offrir un environnement sain et sûr au personnel de la police et à nos concitoyens qui s'y rendent. Une police nationale au service des populations est l'ambition affichée par ses responsables. Ils se disent décidés à tout mettre en œuvre pour changer l'image de cette entité qui a une place de choix dans la vie de tous les citoyens du pays. Dans la région de Kankan, une mission du ministère de l'Environnement et du Développement durable est en séjour de travail. Elle est allée faire un contrôle de conformité environnementale et sociale des sociétés d'exploitation minière. Foudé Bangali Fofana est notre correspondant dans la région. Dans la région de Kankan, une mission de contrôle de conformité environnementale et sociale dans les sociétés d'exploitation minière, notamment les sociétés industrielles, semi-industrielles et artisanales. Après avoir échangé avec les autorités administratives sur l'objet de cette mission, la forte mission conduite par l'inspecteur général du ministère de l'Environnement et du Développement durable s'est rendue dans les préfectures de Sigiri, Mandiana et Kouroussa. Force est de constater que l'environnement de Sigiri est sérieusement dégradé. Pour cette dégradation, quelles sont les mesures dont nous pouvons envisager aujourd'hui pour pouvoir réparer les dégâts qui sont causés? Nous nous sommes vus avec le groupement des orpailleurs. Les dégâts sont déjà causés. Il faut trouver solution aujourd'hui pour pouvoir réparer et conformer aujourd'hui ces exploitants afin qu'ils puissent respecter la loi guinéenne. Je remercie le gouvernement pour la simple ou la forte décision d'arrêter ces activités qui avaient pris une envergure anarchique. Il fallait arrêter pour comprendre ce qui se passe. Nous avons fait cette prise de conscience et nous sommes prêts à accompagner ces acteurs dans le cadre de la réparation du dommage causé. Dans le Code de l'environnement, un document avec lequel l'inspection générale du ministère de l'Environnement travaille, il est formellement interdit d'exercer les activités d'exploitation de l'or dans les aires protégées, les forêts classées, les têtes de source, les berges des cours d'eau et les lits des cours d'eau. Et nous, en tant que techniciens de l'AGE, nous allons aller site par site, cas par cas, identifier ces sites, proposer des mécanismes d'abord de réhabilitation des sites dégradés, voir comment restaurer ces sites. Cette mission est dans la région suite à une vaste opération enclenchée récemment par l'autorité militaire dans le cadre de la lutte contre l'exploitation clandestine dans les mines d'or. La protection des écosystèmes, une affaire de tous, c'est pourquoi l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune échange avec les différents acteurs du secteur. La structure veut harmoniser les projets de développement industriel et les activités associées sur les aires protégées. Algassi Mouba pour en savoir davantage. En plus des catastrophes naturelles, l'homme n'est pas en marge de la destruction de Dame Nature. Une préoccupation des acteurs de l'environnement. Pour une meilleure sensibilisation, environnementalistes, miniers et ONG échangent sur le chevauchement des projets de développement industriel et des activités associées sur les aires protégées. Ceci pour mieux concilier développement et respect de l'environnement. Dans nos aires protégées, nous avons un système de zonage qui définit les objectifs attribués à chaque zone. Donc, pour ce faire, il faut mettre en place cette commission de concertation. Cet échange permet d'outiller les acteurs et d'approfondir les techniques de protection afin de bien mener les projets de développement sur le terrain. Nous sommes donc face à un besoin urgent de conciliation entre l'exploitation et la conservation, entre le développement des ressources énergétiques et la conservation, entre le développement des infrastructures et la conservation. Ce qui n'est pas impossible si l'on s'aligne sur les principes de développement durable à toutes les échelles de planification et d'exploitation de nos ressources. C'est toute la biodiversité qui est impactée. Donc nous, on a voulu soutenir le ministère de l'Environnement dans la démarche qu'ils avaient de vouloir essayer de mieux concilier le développement de la Guinée avec la conservation des aires protégées. Cette rencontre montre la détermination des différents acteurs évoluant dans le domaine de la protection des écosystèmes à œuvrer pour une meilleure sécurisation de l'environnement à tous les niveaux.
Je vous le disais dans les titres, en ce mois de mars, les femmes ne comptent pas baisser les bras pour réclamer leurs droits. Hier, à l'appel de leurs consoeurs de la société civile, elles étaient nombreuses à se retrouver pour plaider en faveur de l'équité dans le milieu professionnel. Mamadou Saliouba. À l'unisson, elles se retrouvent pour donner de la voix, pour plus d'efforts dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Une mobilisation pour donner le ton des mois d'activité dédiés à la promotion de la femme. Toutes les couches confondues, de Conakry jusqu'à Yomon que nous représentons. Pourquoi? Pour dire stop. Stop aux violences faites aux femmes. Stop au harcèlement. Stop aux brimades. La cause tient vraiment à cœur au président de la transition. Vous avez vu le cas de Massila, comment il l'a fait. Vous avez vu les nominations dans les postes. Il ne badine pas dessus. On va essayer de transmettre le message et je vous assure que les dispositions seront prises en partenariat avec l'action sociale. Même si des progrès sont enregistrés ces dernières années, dans la promotion de la femme en Guinée, des inégalités persistent encore, notamment dans le milieu du travail. À l'appel de leurs consoeurs de la société civile, ces femmes plaident pour l'adoption de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail pour plus d'équité. Votre convention que vous avez donnée sera la bienvenue au CNT. Elle va passer en plénière et elle va être votée à l'unanimité. C'est ensemble que nous serons fortes. Nous avons besoin de chacun parce que avec les actions conjuguées de tout un chacun, nous y arriverons. La volonté politique est là. Durant tout le mois de mars, ces femmes vont multiplier les plaidoyers pour l'égalité et l'élimination des violences à l'égard des femmes. Dans l'actualité également, le Club des Amis du Monde met en œuvre son projet Santé à Sansani, un projet financé par l'OAS. Après plusieurs activités réalisées, les membres mobilisent une centaine de jeunes filles et jeunes leaders de quelques structures de la société civile. Saint-Martin, Francine Adouno. Elles mettent à profit le mois qui leur est dédié pour parler de leurs conditions. Ces jeunes filles sont issues de certaines organisations de la société civile. Elles sont mobilisées par le Club des Amis du Monde. À leur côté, quelques jeunes leaders et représentants de structures de défense des droits des femmes. Cette initiative est née de notre projet Santé à Sansani qui est financé par l'OAS. Nous voulons que ces jeunes filles deviennent les leaders dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines et aussi faire la promotion de la lutte contre les violences basées sur le genre en général. On doit continuer à sensibiliser parce qu'il y a des gens par contre qui ne sont pas vraiment au courant des conséquences des MGF, des mutilations génitales féminines. Donc c'est de les sensibiliser, les dire c'est quoi les vraies conséquences, les montrer que toute la souffrance à la base des jeunes filles lors de l'accouchement, lors des périodes de menstruation sont vraiment liées à cette excision. En perspective, les responsables de la structure partenaire Akama annoncent la mise en place de la maison de recherche sur les mutilations génitales féminines en Guinée. La maison-là va aider beaucoup de personnes pour qu'ils découvrent pourquoi on excise les jeunes filles, mais avec les experts qu'on a. Les experts qui ne sont seulement les experts européens, mais les experts africains aussi qui sont là, et les médecins qui sont là, qui sont bien placés pour nous aider à renforcer, à trouver des réponses clés de cette initiative qu'on va entamer en Guinée. Quand on voit qu'aujourd'hui, il y a cette opportunité de mettre en place la maison de recherche pour la lutte contre la violence basée sur le genre, nous considérons cela comme une opportunité à saisir parce que ça viendra aider à améliorer les indicateurs de morbidité, de mortalité concernant la santé de la mère, des ados et de la jeune fille. À cette rencontre, les membres du Club des Amis du Monde et l'ensemble des acteurs de la société civile œuvrent pour la formation et l'éducation sexuelle des jeunes filles.
On enchaîne avec ce communiqué du ministère de l'Information et de la Communication. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars prochain, sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes », les femmes de la transition informent les Guinéens et Guinéennes de l'organisation d'une série d'activités du 6 au 9 mars dans toutes les régions administratives du pays. Cette célébration décentralisée rentre dans la vision du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, et de son premier ministre, Dr Bernard Goumou, de faire de l'émancipation des femmes et filles un levier de développement socio-économique à l'ère du numérique et leur rôle combien important dans la consolidation du tissu social et la paix dans notre chère patrie. Au programme, des rencontres avec les autorités locales, religieuses et coutumières, les groupements de femmes, la jeunesse, des formations et panels, des prières et prestations culturelles et artistiques. Toutes et tous à Conakry, Boké, Kindia, Mamou, Labé, Farana, Kankan et Zirikouré pour célébrer la femme guinéenne et consolider la paix et l'unité nationale, signé du gouvernement. Et puis le Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi sous la présidence du chef de l'État. Plusieurs sujets liés à la vie de la nation ont été débattus par l'ensemble des membres du gouvernement. Voici un extrait du compte-rendu lu par la ministre de l'Information et de la Communication qui vient de nous parvenir. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 2 mars 2023 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la Transition. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 28 février 2023. 3. Décision du Conseil des ministres. 4. Divers. Au titre de son message, son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a commencé par féliciter le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger pour l'excellent travail de fond qu'il a effectué avec l'ensemble de ses équipes pour le rapatriement de nos compatriotes persécutés en Tunisie. Par cette action, le président de la transition a souligné que l'État a joué son rôle en répondant aux cris de cœur de nos concitoyens. À cet effet, le chef de l'État a exhorté tous nos compatriotes ainsi que leurs familles à les soutenir, à les accompagner et à faire preuve de solidarité à leur égard, car ils sortent d'une période difficile. Dans la même lancée, le président de la transition a fait savoir que l'État continuera à prendre les dispositions nécessaires pour leur accompagnement et leur suivi dans les structures idoines. En outre, le chef de l'État a mentionné qu'un pont aérien serait mis en place jusqu'au rapatriement de tous les Guinéens vivant en Tunisie qui voudront revenir au pays. Par ailleurs, le président de la transition a rappelé que dans une de ses communications précédentes relatives à certaines sociétés minières, conformément à leurs conventions de base, notamment GAC, SMB, TBEA, SBG, SPIC, Kimbo et CDM Chine, il était prévu la construction de raffineries. Il a déploré qu'à date, aucune action concrète n'était visible. Ainsi, le chef de l'État a instruit le ministre des Mines et de la Géologie à faire le point de la situation avec les sociétés concernées, puis de soumettre à son appréciation dans la quinzaine leur projet commun ou individuel de raffinerie conformément aux clauses de leur convention. Aussi, ces sociétés doivent au préalable soumettre leur étude de faisabilité. Enfin, le chef de l'État a annoncé au titre des initiatives présidentielles le lancement d'un concours de recrutement pour la formation de 200 femmes sur le PAC Office dans l'ensemble du pays, sanctionné par un don de matériel informatique. La mise à disposition des gouverneurs de 150 tonnes de riz et des bidons d'huile pour les filets chrétiens à l'occasion du carême.
Pour terminer, l'UNICEF vole au secours des sinistrés de Pagalaï. Nous sommes en région forestière. Quelques semaines après le drame, 2 écoles primaires ont été reconstruites par l'institution onusienne. Une importante quantité de vêtements est aussi apportée aux populations. Mohamed Saloupaï, lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. C'est avec ces pas de danse authentiques que la délégation mixte du gouvernement et des partenaires du Fonds des Nations Unies pour l'enfance est accueillie par les habitants de Pagalaï. Fortement impacté par une tornade, ce district de la commune rurale de Souluta reçoit ainsi la compassion de l'organisation onusienne dans le cadre de la reconstruction des dégâts causés, notamment celle des 2 écoles primaires complètement décoiffées. Témoigner de notre présence et de notre affection pour vous, pour les enfants en particulier et pour les femmes de Pagala. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là avec vous et ensemble, nous pouvons apporter à Pagala et aux enfants et aux femmes de cette communauté, aux côtés des autorités préfectorales, ce que nous pouvons. Le préfet se réjouit de ce partenariat fructueux et réaffirme l'engagement du gouvernement de la transition aux côtés des populations face aux défis de quelque nature. Ça fait la 3e fois aujourd'hui, depuis que le vent violent a passé ici, que l'autorité préfectorale, on est venu à côté de vous pour vous assister, pour vous dire que nous sommes toujours avec vous. Quand vous avez des problèmes, nous sommes avec vous. À chaque fois que le besoin se fait sentir, nous allons répondre. Au total, 333 ménages ont été touchés par cette tornade qui a durement frappé le district de Pagalaï il y a quelques semaines. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Nos programmes se poursuivent sur le www.rtgcoloma.info. Je vous dis à très vite. Bonsoir. Dans le combat pour la sauvegarde de l'environnement, Guinée Écologie est parmi les